Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La Macronie qui voulait renouveler les pratiques politiques enchaîne les procès. Deux membres du gouvernement, deux ministres qui ont des portefeuilles importants, qui sont devant la justice pour des raisons différentes. Éric Dupond-Moretti a été visé par des plaintes déposées par différents syndicats de magistrats, également l'association Anticor, pour des faits de prise illégale d'intérêt. Le ministre du Travail est soupçonné d'avoir favorisé un groupe de traitement de l'eau dans l'attribution d'un marché public en 2009. On parle d'une enquête qui a été classée pour 80%, 4 points sur 5 ont été classés. Il y a beaucoup de saisines de la justice et beaucoup de saisines qui aboutissent à une relaxe complète des intéressés. Évidemment, s'il doit se passer d'un garde des Sceaux et d'un ministre du Travail, c'est forcément des points qui peuvent être des points assez compliqués à gérer. Et c'est le retour des bruits de couloir sur ce possible remaniement. Certains dans la majorité espèrent un nouveau gouvernement avant les élections européennes de l'an prochain pour relancer le second quinquennat d'Emmanuel Macron. L'hypothèse se préciserait en cas de condamnation d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, jugé en ce moment même, Philippe. Et vous, est-ce que vous croyez à ces rumeurs de remaniement? Est-ce que ce serait la bonne solution, puisque on ne peut pas éternellement gouverner la France à coup de 49-3? Est-ce que vous diriez, tiens, par exemple, une dissolution, ce serait plus efficace qu'un remaniement, parce que ça redonnerait le parole au peuple dans un quinquennat qui est à bout de souffle? Vous voulez un remaniement, et d'ailleurs, tiens, avec qui à Matignon? Vous voulez une dissolution, quoi que vous vouliez, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et vous dites, pour le moment, un remaniement peut-il donner un nouveau souffle à la présidence Macron? Ça a encore baissé, vous êtes 7% à dire oui. Et Benjamin Morel est avec nous, docteur en sciences politiques et maître de conférences à Paris 2, Panthéon-Assas. Bonsoir, merci d'être avec nous, Benjamin Morel. Bonsoir. Avant de parler, forcément de revenir vers vous, on va demander à nos vraies voix sur cette question, le remaniement, un souffle nouveau? Point d'interrogation. Alors, je laisse de côté la situation d'Éric Dupond-Moretti et d'Olivier Dussopt. Il est évident, et encore je dis il est évident, tout peut arriver de la part d'Emmanuel Macron, même le plus scandaleux sur ce plan. Mais disons, s'ils sont condamnés ou si l'un des deux est condamné, il devra de toute manière le remplacer. Moi, je trouve qu'il a eu tort de battre en brèche, de répudier la jurisprudence Balladur. Quand on voit comment la situation aurait été plus calme et plus limpide, avec des ministres mis en examen qui auraient quitté le gouvernement, par rapport à ce qui a suivi cette véritable indécence démocratique, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux attitudes. Mais j'aurais tendance à penser que comme Emmanuel Macron déteste se voir imposer par des situations qu'il ne peut plus maîtriser, des actes qu'il doit accomplir, je l'imagine bien, par exemple, faire un remaniement avant même les européennes, d'autant plus que peut-être il pourrait espérer donner un coup de fouet à une liste qui n'a pas pour l'instant de tête, mais qui paraît mal partie par rapport à celle du Rassemblement national. On parle beaucoup de Stéphane Séjourné pour la tête de liste. Lui en parle. Non, mais ce sera Stéphane Séjourné. Et de toute façon, après, vous savez, le Rassemblement national, Benjamin le sait, vous le mettez à 28, 29, et puis il termine à 24 péniblement. Donc on a bien compris comment ça fonctionne. Moi, je n'ai pas, et d'ailleurs je m'en réjouis, un remaniement, pourquoi faire? Un remaniement, ça fonctionne quand vous changez radicalement de politique. On peut dire par exemple que, remontons dans nos souvenirs, Laurent Fabius qui arrive à Matignon, qui remplace Pierre Mauroy, après 2 ans, ça a quelque chose de... C'est un changement en 3 ans, c'est un changement radical. Remanier pour remanier en ayant quelques petits gadgets de communication comme le fait à chaque fois Emmanuel Macron, le dernier avatar étant Éric Dupond-Moretti, ça ne change pas grand-chose au climat. Mon sentiment est quand même que Emmanuel Macron doit renverser la table. Il ne peut pas y avoir, de respiration et de purge de ce mal-être démocratique qui ne va aller qu'en s'aggravant, parce que les élections européennes vont être assez terribles, je pense, au niveau du climat. Le bon côté, c'est qu'elles vont intéresser les gens cette fois-ci, je le crois. Mais elles vont être très très dures. Je pense pas qu'il puisse y avoir de purge et de reset démocratique véritable sans une dissolution. Évidemment, personne ne veut prendre le risque de cette dissolution, mais la réalité, c'est que vous remanier pour faire de la chaise musicale ou même créer une sorte de coalition avec la droite, je n'y crois pas du tout. Il va peut-être le faire, mais ça changera absolument rien. C'est un cataplasme sur une jambe de bois. Jean Dorido.
Mais alors, c'est-à-dire que si je m'autorise une métaphore footballistique, c'est difficile d'envisager de faire rentrer les remplaçants quand même les titulaires n'impriment pas en réalité. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment qu'il manque du monde. C'est vrai qu'il y a eu un élan avec le président Macron lors de son premier mandat. C'est vrai que ça passera inaperçu. Mais oui, c'est-à-dire, on ne sait pas. C'est vraiment. Enfin, il fut un temps où il y avait des barons en politique. Sans doute le non-cumul des mandats explique en partie cette espèce de déshérence en réalité. Alors on a des personnes, c'est pas des mauvaises personnes, elles font ce qu'elles peuvent. Simplement, elles se collent entre le mur et la peinture et on voit pas grand-chose. Sans doute, ça vient aussi de l'hyper-présidence. On n'a pas de grands projets de loi, de grands noms associés comme ça à des projets de loi. Oui, d'accord. Je comprends l'avis de nos auditeurs sur Twitter qui sont très peu à envisager un second souffle parce que ce gouvernement semble à bout de souffle. Sauf dissolution. C'est anxiogène, on ne sait pas ce qu'il y aura. Benjamin Morel, voilà, après ce tour de table, forcément, si remaniement, est-ce que effectivement des ministres transparents, même si on leur demande pas non plus d'être des stars, voilà, est-ce que ça changera quelque chose dans l'absolu? Non, la réponse est non. Si on reste sur l'idée d'un remaniement limité, c'est-à-dire avec uniquement, je dirais, des ministres comme Éric Dupond-Moretti ou Olivier Dussopt qui s'en iraient, je vois pas trop ce que ça pourrait changer. On pourrait évidemment aller chercher des têtes, mais comme ça a bien été dit, fondamentalement, il n'y a pas de banc de touche. Et donc, pour Emmanuel Macron, tout remaniement est une torture parce qu'il doit faire des recrutements. Or, il n'a pas vraiment aujourd'hui de banc de touche. Et plus le quinquennat va avancer, plus ça va être compliqué parce que vous comprenez bien que vous ne rentrez pas dans un gouvernement en fin de règne. C'est quelque chose que vous allez traîner beaucoup plus comme un boulet pour la suite que comme réellement un avantage. L'autre élément, c'est que un remaniement qui aiderait Emmanuel Macron, ce serait un remaniement qui lui permettrait de régler son principal problème aujourd'hui, qui est l'absence de majorité parlementaire. Mais pour ça, il faut des partenaires. Or, aujourd'hui, ni le PS, ni de l'autre côté LR, qui peuvent être les partis qui éventuellement pourraient être tentés dans un monde parallèle de rentrer en coalition avec Emmanuel Macron, ne veulent regarder les rencontres de Saint-Denis. Les deux premiers qui ont annoncé qu'ils ne seraient pas là, c'est Olivier Faure et Éric Ciotti n'est pas venu non plus. Donc très clairement, il n'y a pas de partenaire possible. Donc reste en effet l'idée de tenir pour tenir. Pour ça, il faut trouver des ministres parce que ceux-ci, aujourd'hui, sont handicapés par les affaires. Quant à l'idée d'une dissolution, c'est en effet probablement ce qui arrangerait Emmanuel Macron, mais le problème de la dissolution aujourd'hui, elle est double. C'est que d'abord, quand vous prenez les enquêtes d'opinion, il n'est pas certain qu'il y aurait une majorité absolue. Il est même possible qu'il y ait une majorité absolue NUP-RN, auquel cas le pays est ingouvernable, et là ça devient un vrai problème structurel parce que vos motions de censure passeraient. Et quand bien même ce ne serait pas le cas, la majorité à ce stade-là est tellement divisée. Regardez ce qui se passe sur la loi immigration que cette majorité, probablement, vous auriez des philippistes qui demanderaient plus de circonscriptions, les bayroutistes qui en demanderaient également plus. Le président serait-il vraiment en capacité de résister, remettre une pièce dans la machine législative? François Legault. J'entends ce que vous dites, Benjamin. Je vous posais une question à tous. Est-ce que ça peut durer 3 ans et demi comme ça? Non, c'est pour ça. C'est pas tenable. Ils le disent d'ailleurs chez Renaissance. Ils n'en peuvent plus. De toute façon, les députés n'en peuvent plus, même les plus combatifs. Mais que ça va des insoumis, si vous voulez, même aux socialistes en passant par les Verts, et puis même la majorité. Et la majorité vous le dit, c'est accablant, c'est pas tenable. Donc j'entends tout ce que vous dites, Benjamin. Je suis absolument d'accord avec tous les obstacles que vous énoncez. Néanmoins, dans l'esprit des lois et dans l'esprit surtout des institutions, je ne vois pas comment on se fait l'économie d'une dissolution, quels que soient les sondages, quel que soit le risque, quel que soit... vous savez, la NUPES éclatera de toute façon. S'il y avait dissolution aujourd'hui, il n'y aurait plus un candidat unique à gauche, donc il y aurait, bien sûr, il n'y aurait pas 72 députés LFI, il n'y en aurait peut-être que 15. Il y aurait... Vous comprenez ce que je veux dire? On rentrerait dans une autre machinerie déjà. Ça rebat déjà le Proche-Orient, a rebattu déjà toutes les cartes à gauche et de façon durable. Donc vous imaginez bien que j'entends tout ce que vous dites, Benjamin, mais la réalité c'est que entre vous, moi et le coin de la table et les centaines de milliers de gens qui nous écoutent, quelle autre solution y a-t-il? Il n'y en a pas, on est d'accord. Benjamin Morel. On rentre dans une période de canard boiteux. Alors, ça rappelle un petit peu la fin des années 80, le début des années 90, c'est-à-dire que vous avez un président affaibli, là pour des raisons politiques, qui ne peut pas se représenter, et vous avez des premiers ministres qui tentent de vivoter à coup de 49 alinéa 3. Ça rappelle un peu la période Cresson-Pérégorois. Donc, est-ce que ça peut tenir comme ça? C'est un peu un scénario des enfers pour Emmanuel Macron, mais objectivement, la course à la succession est déjà lancée, et donc pour lui, il y a toutes les difficultés du monde pour reprendre la main. Là, en revanche,
suis fondamentalement d'accord, c'est que ceux qui ont paradoxalement peut-être les clés de cette affaire, c'est la NUP. Plus la NUP apparaîtra divisée, plus il sera évident qu'aucune candidature commune ne pourra être présentée et que bien les candidats NUP se neutraliseront, plus la possibilité pour Emmanuel Macron d'obtenir une majorité absolue sera, je dirais, concrète. Mais c'est évident qu'il il y a de manière clairement évidente pour lui une possibilité de s'engouffrer là-dedans. Il peut éventuellement la prendre, mais au vu du calendrier, on rentre quand même là où j'ai un point de désaccord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que je crois sincèrement que les élections européennes, malheureusement, j'en suis le premier navré, vont passer sous les radars parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Et donc, ce faisant, lancer une bataille électorale aujourd'hui, alors que la séquence olympique va commencer à partir du mois de février et qu'a priori on ne parlera plus que de ça pour le pire ou pour le meilleur, c'est évidemment très compliqué. Juste, Benjamin, je ne suis pas du tout d'accord. C'est dire pour ça que les partis partent très tôt. Vous savez que la semaine prochaine, il y a toute l'extrême droite qui se réunit à Florence. Les Verts commencent le 2 décembre. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On verra qui nous donne raison, mais moi je pense que cette année, les Européens doivent être une grande bataille. Et je rappelle qu'il y aura aussi l'Euro de football à ce moment-là. Benjamin, est-ce que, à propos de la dissolution, est-ce que tout de même Emmanuel Macron ne serait pas gêné de la souhaiter ou de l'opérer à partir du moment où il a répété à plusieurs reprises que sa grande ambition, peut-être même la dernière, c'était d'éviter que le Rassemblement national non seulement ne gagne pas la prochaine élection présidentielle, mais n'ait pas le vent en poupe avant cette élection. Est-ce qu'une dissolution n'aboutirait pas à l'effet inverse compte tenu du succès probable du Rassemblement national qui augmenterait ses forces? Je crois pas. Il y aurait probablement, à ce stade, en tout cas, il faut être très prudent avant une élection législative dont on connaît ni la date, ni même la potentielle réalité. Il y aurait probablement, en effet, un renforcement du Rassemblement national. Pas tant d'ailleurs un renforcement qu'un affaiblissement des autres forces. On sait que les députés LR sont dans une situation difficile, même s'ils tiennent des fiefs, c'est plutôt des survivants de la dernière élection. Et surtout, en effet, si jamais il y a dissolution, il y a probablement dissolution de la NUP. Les deux sont corrélés. Donc, auquel cas, on risque d'avoir un effondrement des groupes de gauche, un groupe LFI minimal. Ce n'est pas le groupe PC, pas le groupe ELV, un groupe socialiste peut-être à voir. Donc, à ce moment-là, ça fait que le Rassemblement national apparaît la seule force potentiellement crédible à l'Assemblée pour représenter une opposition franche. Regardez la présidente de la je mets un bémol là-dessus. Mais je mets absolument un bémol, Benjamin, pardon. J'ai les cartes électorales, peut-être que je les lis aussi bien que vous. Justement, si la NUP explose, justement, le succès du Rassemblement national, c'est parce qu'à un moment donné, dans 60 circonscriptions, eh bien, les candidats de la majorité Macron qui n'étaient pas au second tour n'ont pas fait barrage contre les candidats du Rassemblement national parce que c'était un LFiste qui portait l'étiquette unique. Et là, je pense que vous vous trompez d'analyse. Je pense que si la NUPS est dissoute, au contraire, c'est aussi un affaiblissement des élus Rassemblement national. On verra. Allez. Je ne crois pas pour deux raisons. D'abord parce que si vous regardez ce qui s'est passé lors des élections de 2017 et 2022, la gauche fait moins de voix en 2022 qu'en 2017. Mais en réalité, l'alliance fait que vous avez plus de députés. C'est un jeu mathématique. Ça n'a rien à voir avec les amis. Qui est très injuste, mais qui est lié à ce mode de scrutin. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les électeurs ne suivent pas les consignes de vote. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que même quand il y avait des consignes de vote, les électeurs ne les suivaient que très marginalement, voire ne les suivaient pas du tout. C'est pas vrai, pas sur les circonscriptions. 0826 300 300, Guillaume de Cambrai. Bonsoir, rebonsoir Guillaume. Rebonsoir Guillaume. Rebonsoir, oui. Pensez-vous qu'un nouveau souffle pourrait être donné par un remaniement ministériel ? Non, je pense que tout a été dit. Moi, j'ai suivi l'échange. Je suis d'accord aussi avec Françoise. Pour moi, le gouvernement est pris au piège. Je pense qu'il y a pas de solution. La dissolution est. Je pense qu'elle remettrait en avant le Rassemblement national. L'éclatement de la NUPES est inévitable. Pour moi, il n'y aura pas de second souffle possible. La seule solution, c'est de remplacer, si à condamnation, les deux ministres, Éric Dupond-Moretti et Olivier Dussopt. Mais à part ça, ça sous-entend un gouvernement qui va vivoter tant bien que mal pendant encore 3 ans. Et ça me semble là aussi très très difficile. Et on va avoir une espèce de continuité pénible et lacinante.
pour moi, les jeux sont faits. J'aimerais penser autrement, sans prendre parti politiquement, mais je pense qu'il n'y a pas de second souffle possible. Mais Benjamin Morel, dissoudre en ce moment où tout va mal, ça aurait du panache quand même, quelque part. C'est courageux, ce serait. Un peu suicidaire. Mais Chirac l'a fait sur les conseils de Villepin. Alias Néron. Et encore Chirac en 97 a des vraies raisons quand même, parce qu'il a quand même une majorité qui a été élue en 93 et qui est plutôt baladurienne. Et donc il est dans une situation qui est compliquée. Là, objectivement, ce serait extrêmement dangereux pour Emmanuel Macron, encore une fois, pour les raisons qu'on a données. S'il risque, c'est parce que il n'a plus réellement le choix, parce que quand même la construction de la Ve République, il faut quand même se poser dans le contexte de 1958. En 1958, Debré, De Gaulle pensent qu'ils n'auront jamais de majorité absolue. Ce n'était pas une majorité absolue sous les 4e et 3e Républiques. C'est une nouveauté de 62. Avant, c'était totalement inimaginable, une majorité disciplinée, absolue, comme on les a connues durant ces dernières années. Donc la Constitution, on parle beaucoup des 49 alinéa 3, etc. La Constitution a été créée pour gérer la situation actuelle. Donc malgré tout, l'exécutif a les moyens de tenir et a le moyen de faire passer un certain nombre de réformes. Jean Dorido. Mais dans quelles conditions? Ça permet de gouverner. Jean Dorido. Moi, j'aurais une question pour notre invité Benjamin Morel. Oui, parce que je vous entendais évoquer donc la possibilité, l'hypothèse d'un succès du Rassemblement national si d'aventure il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale. Et du coup, vous qui êtes politologue, est-ce que vous êtes au courant? Je ne sais pas, j'imagine que dans cette hypothèse, si elle s'avérait, le président serait amené à nommer un Premier ministre issu des rangs du Rassemblement national. Alors c'est ça, c'est qui est pressenti, présumé jouer ce rôle? Il y a succès actuellement. Alors, encore une fois, c'est très très peu lisible. Une législative liée à une dissolution dont on ne connaît pas la date ni le contexte, pour l'instant, c'est uniquement des conjectures. Et au vu de la volatilité de l'électorat, on ne peut pas vraiment dire ce que ça donnerait, même si on a quelques indications liées aux législatives partielles et aux sondages. Il est assez peu probable qu'il y ait une majorité absolue du Rassemblement national. Et donc, à partir de là, sauf à ce qu'il y ait une alliance de la droite avec le RN, ce qui pour l'instant est extrêmement improbable, il n'y a probablement pas de situation. Il y a trois options en cas de dissolution. Soit pas de majorité du tout, ce qui est actuellement l'option la plus probable. Il nous reste 10 secondes, Benjamin. Soit une majorité qui serait une majorité élargie macroniste, ce qui est une possibilité, ce qu'espère Emmanuel Macron. Soit en effet une situation de blocage absolu, ce qui impliquerait que la NUP et le RN aient à eux deux la majorité absolue. Et là, on rentre en vraie crise politique. Merci Benjamin Morel. Cécile, je résume le propos de Benjamin Morel. On n'a pas le cul sorti des ronces. Je suis d'accord. Puissante métaphore. Ah, bah dis donc, si c'était pour dire ça. Benjamin Morel, pousse pour la dissolution un peu, Benjamin. Arrête de nous sortir tes histoires intellectuelles. Merci. Tu sais très bien que ça marche pas comme ça. Beaucoup, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, maître de conférences à Paris 2 et Panthéon. Assas, vous restez avec nous dans un instant. Le niveau va baisser. Le quiz de l'actu. C'est qui l'a dit? J'ai rien d'autre à dire. Allez, la sauvagerie. Allez, on y va. Là, il n'y a pas